Tout l'immense navire grinçait et gémissait. Ses voiles gonflées ondulaient sous le vent. Voguant à plusieurs jours de distance de la côte la plus proche, la nef fendait les flots en direction de la grande cité qui l'attendait à l'ouest, emportant avec elle une précieuse cargaison, un homme. Cet homme dont l'équipage ne connaissait que le titre dont on usait pour le nommer, le maître. Il était parmi eux désormais, seul sur le gaillard d'avant. Là, il avait baissé le capuchon de sa robe et laissé les embruns fouetter son visage, sirotant les gouttes qui humectaient ses lèvres. Une fois par jour, il se prêtait à ce rituel. Chaque fois, il quittait sa cabine pour se rendre sur le pont, choisissait l'endroit d'où il contemplerait ensuite la mer, puis s'en retournait. Parfois, il se tenait sur le gaillard d'avant, parfois sur le gaillard d'arrière. Il observait la mer aux vagues frangées de cubes. Chaque jour, tandis qu'il s'affairait et s'interpellait, qui sur le pont, qui dans les hauteurs du Crémant, les marins ne manquaient pas d'épier la silhouette pensive et solitaire. Et chacun se demandait qui était cet homme qui demeurait ainsi parmi eux. Il l'observait furtivement lorsqu'il s'éloignait du bastingage, se recouvrait la tête de son capuchon et restait là, immobile quelques instants, la tête baissée et les bras ballants. Certains pâlissaient lorsqu'il arpentait le pont jusqu'à sa cabine, et lorsque la porte se refermait derrière lui, tous se rendaient compte qu'ils avaient retenu leur souffle. À l'intérieur, l'assassin reprit sa place derrière son bureau, se versa un gobelet de vin, puis tendit la main vers un livre. Il l'ouvrit et se mit à lire. 19 juin 1257. Mathieu et moi-même demeurons à Masyaf et comptons y résider encore quelque temps. Nous ne partirons qu'après avoir levé une ou deux... Comment nommer cela? Une ou deux incertitudes, je dirais. Durant notre séjour ici, nous restons sous les ordres du maître, Altaïr ibn Lahad. S'il est frustrant d'abandonner à un autre mon libre arbitre, qui plus est lorsque cet autre s'avère être le dirigeant de notre ordre, et qu'aujourd'hui, rattrapé par le temps, il manie l'ambiguïté avec autant de virtuosité qu'il maniait autrefois la lame et l'épée. Je jouis au moins du privilège d'être devenu son confident. Mafio, quant à lui, ne bénéficie pas de cette faveur. Il en vient à espérer que nous quitterons bientôt les lieux. Il s'ennuie ici à Masyaf. Nos laborieuses et incessantes allées et venues le long des pentes escarpées qui séparent la citadelle des assassins du village en contrebas sont devenues pour lui un authentique calvaire, et le paysage montagneux de la région n'exerce à ses yeux le moindre attrait. Il est un polo, comme il se plaît à me répéter. Après 6 mois passés ici, l'envie de voyager chante à ses oreilles telle une voluptueuse sirène, persuasive, tentatrice, de celle qu'il est impossible de ne pas écouter. Il est pressé de voir le vent gonfler nos voiles à nouveau, de partir à la découverte de terres inconnues, de tourner le dos à Masyaf. En toute franchise, je dois admettre que son impatience est un poids dont je me délesterais volontiers. Altaïr s'apprête à me confier quelque chose d'important, je le sens. Pour calmer l'ardeur de mon frère, je l'ai abordé ainsi. Laisse-moi te raconter une histoire, Mafio. Quelle ne fut pas sa réaction alors, le rustre, à se demander si nous étions bel et bien parents, plutôt que d'accueillir ma proposition avec l'enthousiasme qu'elle mériterait indubitablement, et eut l'autre cuidance de laisser échapper un bâillement. À moins bien sûr, accordons-lui le bénéfice du doute, qu'il n'a été vraiment abattu par la chaleur assommante de Masyaf. Avant de me répondre sur un ton exaspéré, « Avant que tu commences, Nicolas, pourrais-je te demander de quoi traite ton récit ?» Malgré mon exaspération, je lui répliquai. « Voilà une excellente question, mon frère. » Une question dont la réponse, d'ailleurs, m'échappait alors. Je me surpris à y réfléchir tandis que nous gravissions la redoutable pente qui menait à la citadelle. La sombre silhouette de la forteresse se découpait au sommet de l'éperon rocheux, de telle sorte que l'édifice semblait avoir été taillé à même la roche. J'avais estimé que la valeur de mon récit appelait un cadre d'exception, et qu'aucun site des environs ne répondait mieux à cette exigence que la place forte de Masyaf. Perché haut de la vallée de l'Oronte, le castel imposant, cerné de nombreuses tourelles et entouré de miroitantes cours d'eau, surplombait le village en constante effervescence. Masyaf était un oasis de paix,
un paradis. Je dirais qu'il traite de savoir, décidai-je enfin. Comme tu le sais probablement, en arabe, assassine signifie gardien. Les assassins gardent des secrets, des savoirs secrets. Donc oui, je peux le dire, j'avais sans nul doute l'air très satisfait de mon explication, serait-ci traite de savoir. Dans ce cas, je crains d'avoir d'autres chats à fouetter. Ah, je cherche à échapper à mes études, Niccolo, pas à les approfondir. Je souris. Je refuserais donc d'entendre ce que j'ai appris de la bouche même du maître. Cela dépend. Ce que tu m'en as dit ne m'a pas semblé des plus attrayants. Tu sais ce que tu me répètes si souvent? Que j'ai un appétit vampirique sitôt que tu me sers l'une de tes histoires? Oui. Mafieux sourit à demi. Eh bien, tu as raison. Vampirique, c'est le mot. Les récits sans perfusion d'écarlate ont tendance à m'ennuyer. Si ce n'est que cela, tu n'as pas à t'inquiéter. Après tout, c'est l'histoire du grand Altair Ibn Lahad que je m'apprête à te conter. L'histoire de sa vie, mon frère. De plus, crois-moi, il n'y aura pas le moindre omission, et comme tu le constateras toi-même, rares seront les événements où le sang ne coulera pas à flot. Nous avions enfin achevé notre ascension de la Barbacane jusqu'à l'enceinte extérieure de la forteresse. Nous passâmes sous l'arche, traversâmes le poste de garde, puis montâmes encore pour nous diriger vers l'intérieur du fort. Devant nous s'élevait la tour dans laquelle se trouvaient les appartements d'Altaïr. Cela faisait des semaines que je lui rendais visite en ces lieux, que je passais d'innombrables heures auprès de lui, captivé, tandis qu'assis sur sa chaise imposante, les mains jointes, les coudes sur les accoudoirs, ses yeux de vieil homme à peine visibles sous son capuchon, il me contait ses histoires. Jour après jour, ma conviction s'était fait plus inébranlable. Il se confia à moi dans un but précis, pour une raison que j'ignorais encore aujourd'hui. J'ai été choisi pour partager ses secrets. Lorsqu'il ne me contait pas son histoire, Altaïr lisait et relisait ses livres, ruminait ses souvenirs, scrutait parfois des longues heures au dehors, par la fenêtre de sa tour. C'est probablement là qu'il se tenait tandis que nous approchions. Et je réajustais ma capuche pour mieux me couvrir les yeux quand je les levais vers le haut de la tour, sans apercevoir rien d'autre que la pierre blanchie par le soleil. « Avons-nous rendez-vous avec lui ?» La voix de Mafieux me tira de mes rêveries. « Non, pas aujourd'hui. » Je désignai du doigt une tour sur notre droite. « C'est ici que nous allons. » Mafieux se renfrogna. La tour défensive était l'une des plus élevées de la citadelle, et on ne pouvait y accéder qu'en empruntant une succession d'échelles interminables, et, pour la plupart, dans un état déplorable. Je sus cependant me montrer assistant, et, après avoir fixé ma tunique dans ma ceinture, guider Mafieux jusqu'au premier étage, au deuxième, et bientôt au sommet. De notre promontoire, nous observâmes les horizons. Des kilomètres d'un paysage découpé, parsemé de menhirs et veiné de cours d'eau. Nos regards se posaient ensuite sur Masyaf. On voyait les pentes qui descendaient de la forteresse vers les bâtiments, et plus bas, les marchés du village et la palissade qui se dressaient autour de nous. « À quelle hauteur sommes-nous » me demanda Mafieux dont le temps avait légèrement verti, sans doute conscient des assauts du vent dans son dos et de la distance vertigineuse à laquelle se trouvait désormais le sol. « À peu près à 75 mètres. » me répondis-je, assez haut pour que les assassins soient à l'abri des tirs adverses, tout en ayant l'occasion de faire pleuvoir sur l'ennemi leurs propres flèches, ou pire encore. Je lui montrai les mortières partout autour de nous. Depuis le machicoulis, les défenseurs pouvaient projeter des pierres ou déverser de l'huile bouillante sur les assaillants. Des plateformes de bois faisaient saillir à l'extérieur et nous avançâmes vers l'une d'elles. Là, cramponnés à des appuis verticaux déposés de part et d'autre, nous nous penchâmes pour regarder en bas. Juste en dessous, la tour s'achevait en bordure de falaise. Plus bas encore, le fleuve miroitait. Blême, Mafieux recula pour se mettre à l'abri sur le sol rassurant de la tour. Je ris et l'imitai. Je dois avouer que je fus d'ailleurs bien soulagé, me sentant moi-même légèrement mal à l'aise et nauséeux. « Je peux savoir pourquoi tu nous as conduits jusqu'ici ?» me demanda Mafieux. « Parce que c'est là que commence mon récit, lui dis-je. Et de bien des manières. Car c'est cette tour que la vigie repéra les envahisseurs. » « Quels envahisseurs ?»« L'armée de Salah al-Din, venue ici pour assiéger Masyaf et défaire les assassins. C'était il y a 80 ans, par un jour d'août aussi lumineux qu'aujourd'hui. » Ce furent les oiseaux que la vigie vit en premier. Une armée en marche attire les charognards, ailés pour la plupart, qui se ruent sur le moindre reste. Nourriture, déchets, carcasses de chevaux ou d'humains. Ensuite,
La vigie vit la poussière, puis une vague gigantesque assombrit l'horizon, déferla peu à peu sur les terres, dévorant tout sur son passage. Une armée colonise, disloque, détruit le paysage qu'elle occupe. C'est une bête monstrueuse, gigantesque et insatiable qui se rappelle de tout ce qu'elle foule, et bien souvent, ce dont Salah al-Din était pleinement conscient, sa seule vue suffit d'inciter à l'ennemi de se rendre. Mais ce ne fut pas le cas cette fois-ci. Les assassins ne craignaient rien ni personne. Pour sa campagne, le chef sarrasin s'était contenté de lever une modeste armée de 10 000 fantassins, cavaliers et autres combattants à la tête desquels il comptait écraser les assassins qui, à 2 reprises déjà, avaient attenté à sa vie et n'échoueraient pas une 3e fois. Décidés à leur livrer bataille sur leur propre terrain, ils avaient guidé ces hommes dans la Jabal Ansariya, jusqu'aux 9 citadelles des assassins. Les messagers avaient averti les habitants de Masyaf que, si les hommes de Salah al-Din avaient partout pillé la région, aucune des places fortes n'était tombée. Que Salah al-Din se dirigeait vers Masyaf, résolu à s'en emparer et trancher la gorge du chef des assassins, Al-Mualim. Le Sarrasin, pourtant connu comme un dirigeant aussi pondéré qu'avisé, exécrait les assassins, à en perdre toute modération. D'aucuns prétendent que son oncle, Se'ab al-Din, lui avait conseillé de proposer à ses adversaires un traité de paix afin que les assassins, plutôt que de demeurer des redoutables adversaires, deviennent leurs précieux alliés. Mais vindicatif, le sultan n'entendit rien à la raison de son oncle. C'est ainsi que, un beau jour d'août de l'an 1176, Salah al-Din ordonna à son armée de marcher sur Masyaf, et que la vigie du village repéra les oiseaux, le nuage de poussière, puis la sombre déferlante à l'horizon, avant de porter un corps à ses lèvres et de sonner l'alarme. Avançant des réserves, les villageois se réfugièrent à l'abri de la citadelle, les traits crispés par la peur. Beaucoup de courageux installèrent cependant leurs étables pour continuer à commercer. Les assassins, quant à eux, entreprirent de renforcer la forteresse, prêts à accueillir l'ennemi qui occupait à présent tout le paysage verdoyant, la bête dévorant la terre, colonisant l'horizon. Tous entendirent les corps, les tambours et les cymbales, et, bientôt, se matérialisant dans la brume de chaleur, les soldats apparurent. Des milliers, ils virent l'infanterie, lanciers, manieurs de javelines et archers, arméniens, nubiens et arabes, ils virent la cavalerie. Arabes encore, turcs, mamelouks armés de sabres, de lances ou d'épées longues, surtout revêtus de cottes de mailles, d'autres d'armures de cuir. Ils virent les litières des nobles et des hommes de foi suivis chaotiquement par des familles entières, parents, enfants et esclaves. Ils regardèrent les envahisseurs atteindre et incendier la palissade, les écuries aussi. Ils entendirent les corps qui beuglaient encore, les cymbales tonitruantes. À l'intérieur de la citadelle, les femmes commençaient à pleurer, conscientes que leurs foyers seraient les prochains à s'abraser. Mais les habitations furent épargnées. Au lieu de laisser libre cours à sa rage, l'armée s'arrêta au cœur du village, semblant n'éprouver pour la citadelle qu'un intérêt détaché. Elle n'envoya pas le moindre émissaire, ne délivra pas le moindre message, non. Elle s'établit là, simplement. La plupart des tentes sarrasines étaient noires, mais au milieu du camp s'élevait un groupement de pavillons, le quartier du grand Salah al-Din et de ses plus grands généraux. Des étendards brodés claqués au vent, l'extrémité de piquets et de tentes, délicatement dorés, ponctuaient fastueusement les pavillons tissés de soie colorée. Dans la place forte, les assassins s'interrogeaient sur la meilleure stratégie à adopter face à l'armée sarrasine. Salah al-Din prendrait-il la forteresse d'assaut, ou tenterait-il de les affamer? À la tombée de la nuit, ils eurent leur réponse. En contrebas, l'ennemi commençait à assembler ses armes de siège. Partout, les feux mouchetaient la nuit. Les bruits de marteaux et de scies montaient jusqu'aux oreilles des soldats assignés au rempart et jusqu'à la tour du maître. Là, Al-Mualim avait convoqué ses maîtres assassins. Salah al-Din s'est jeté de lui-même à nos pieds, intervient Fahem al-Saïf, l'un des maîtres assassins. C'est une occasion à ne pas manquer. Pensif, Al-Mualim regarda par la fenêtre de la tour, observant le pavillon bigarré dans lequel Salah al-Din planifiait sa chute et celle de ses hommes. Il repensa à la mise à sac de la région par l'armée sarrasine, et au fait que le sultan lèverait sans mal une armée bien plus puissante encore si sa présente campagne était un échec. La puissance de Salah al-Din était sans égale, mais les assassins avaient pour eux la ruse, la subtilité. La mort de Salah al-Din sonnerait le glas des armées sarrasines, suggéra Fahem. Al-Mualim secoua la tête. J'en doute,
Siab prendrait sa place. Il n'a pas le quart du charisme et de la compétence de son neveu. C'est la raison pour laquelle il serait incapable de repousser les chrétiens avec autant d'efficacité que son prédécesseur, répliqua Al-Mualim de ton sévère. Le tempérament belliqueux de Fahim avait parfois tendance à l'agacer. Serait-ce dans notre intérêt de les avoir à notre porte, de devenir malgré nous leur allié face au sultan? Les assassins ne sont ni les alliés ni les laquais de personne, Fahim. Nous suivons notre propre voie. Le silence envahit soudain la pièce embaumée. Salah al-Din se méfie autant de nous que nous nous méfions de lui, intervient Al-Mualim après quelques secondes de réflexion. Faisons en sorte de le rendre plus méfiant encore. Le matin suivant, les Sarrasins poussèrent un bélier et un beffroi le long de la pente principale, puis, tandis que les archers montés turcs chargeaient par vagues, faisaient pleuvoir leurs flèches sur la citadelle, et déchaînèrent la furie de leurs engins de siège sur les remparts extérieurs, harcelés eux-mêmes par les flèches des assassins, et par les pierres et l'huile bouillante qui jaillissaient inlassablement des tours de défense. Les villageois se joignirent à la bataille, bombardant l'ennemi de cailloux depuis les remparts et étouffant les incendies naissants. Tandis qu'à la porte principale des assassins, multipliaient les sorties par les guichets latéraux, repoussant les fantassins qui tenteraient de les incendier. Le soir venu, après de nombreuses pertes, les Sarrasins se retirèrent au bas de la colline, préparèrent des feux pour la nuit, et réparèrent leurs engins de siège quand ils ne construisaient pas de nouveau. La nuit qui suivit, une agitation inattendue régna dans le campement, et au matin, le pavillon chamarré du grand Salah al-Din fut démonté. Le sultan quitta ensuite les lieux, accompagné d'une escorte réduite. Peu après, son oncle Sibab al-Din gravit la pente qui menait à la citadelle pour s'entretenir avec le maître des assassins. Sa Majesté Salah al-Din a bien reçu votre message et vous transmet ses plus humbles remerciements, annonça l'émissaire. Sa présence étant attendue à d'autres lieux, il a ordonné à son Excellence Sibab al-Din d'engager les pourparlers avec vous. Posté aux côtés de l'étalon de Sibab, l'émissaire, la main en porte-voix, s'adressait directement au maître et à ses généraux réunis dans la tour de défense. Une seule troupe, 200 hommes tout au plus, avait gravi la colline. Elle escortait une litière déposée là par les Nubiens. Sibab, toujours à cheval, n'était accompagné que d'un garde du corps. Une sérénité insolente, le noble Sarrazin ne semblait pas plus intéressé que cela par l'issue des négociations. L'homme portait un sarouel blanc, une veste et une ceinture de tissu rouge torsadé. Un joyau resplendissant ornait son immense turban immaculé. Ces pierres portaient probablement un nom prétentieux, pensait Al-Mualim, qui le scrutait du regard depuis le haut de la tour. L'étoile ou la rose de ceci ou cela. Les Sarrasins se plaisaient à nommer pompeusement leur colifichet. « J'écoute !» lança Al-Mualim, ostensiblement amusé par l'excuse du sultan. Sa présence étant attendue à d'autres lieux. Il repensa à ce qui s'était passé quelques heures auparavant, lorsqu'un assassin s'était présenté dans ses appartements, l'avait arraché au repos, puis l'avait convoqué dans la salle du trône. « Bienvenue, Umar !» avait dit Al-Mualim, s'enveloppant dans sa robe, transi par la fraîcheur du petit matin. « Maître !» avait répondu Umar à voix basse, la tête basse. « Es-tu ici pour me parler de ta mission ?» avait demandé Al-Mualim en allumant une lampe à huile, avant de chercher sa chaise et de s'y installer. Des ombres dansaient sur le sol. Umar avait acquiescé. Le maître avait distingué sur sa manche des traces de sang. Les informations que nous avait fournies notre espion étaient-elles correctes? Oui, maître. J'ai infiltré leur campement et j'ai effectivement constaté que le pavillon outracé était un leurre. La tente de Salah al-Din était bien plus discrète et modeste, se trouvait à proximité. Excellent, excellent, avait répondu Al-Mualim en souriant. Et comment es-tu parvenu à l'identifier? Comme notre espion nous l'avait signalé, elle était protégée par un système d'alarme. Les alentours étaient recouverts de craie et de cendres pour amplifier les bruits de pas d'éventuels intrus. T'aurait-on entendu? Non, maître. Je me suis introduit dans la tente du sultan, y ai laissé la plume comme vous me l'aviez ordonné. Et la lettre? Reliée à un die fiché dans sa couche. Et ensuite, je me suis glissé hors de sa tente. Puis, Umar avait marqué une pause. Le sultan s'est éveillé et a sonné l'alarme. Si j'ai pu m'enfuir, j'ai manqué de peu d'y laisser ma vie. Al-Mualim désigna la manche tachée de sang d'Umar. Qu'est-ce que ceci? Le prix de ma fuite, maître.
une gorge tranchée. Un garde? L'avait interrogé Al-Mualim soucieux. Umar avait secoué tristement la tête. Son turban et sa veste étaient ceux d'un noble. Aurait-il pu en être autrement? Je me suis montré trop négligent, maître, trop impulsif. Mais sans cela, ton histoire est un succès? Oui, maître. Alors passons-en. Nous verrons bien ce que l'avenir nous réserve. Ce que l'avenir avait réservé aux assassins avait été le départ de Salah al-Din et la visite de Si'ab. Posté fièrement au sommet de sa tour, Al-Mualim s'était autorisé à croire en la victoire des siens et pensait que son plan avait fonctionné. Le message avait convaincu le sultan d'abandonner sa campagne contre les assassins, faute de quoi la prochaine dague ne serait pas fichée dans sa couche, mais entre ses cuisses. Le simple fait d'avoir déposé l'arme dans la tombe avait prouvé au monarque à quel point il était vulnérable. Combien son armée n'avait pas le moindre poids, puisqu'un seul assassin avait pu déjouer si aisément la sécurité du campement et se glisser dans sa tente pendant son sommeil. Peut-être aussi, Salah al-Din tenait-il plus à son entrejambe qu'au financement d'une interminable guerre d'usure face à un ennemi dont les intérêts ne faisaient à la vérité que rarement obstacle aux siens. Son départ le prouvait. Sa Majesté Salah al-Din accepte votre offre de paix, déclara l'émissaire. En haut de sa tour, Al-Mualim partagea un sourire amusé avec Umar qui se tenait à ses côtés. Fahim se tenait un peu plus loin, le visage crispé. Nous confirme-t-il que notre secte pourra continuer à œuvrer sans avoir à souffrir ses assauts et son ingérence dans nos affaires? Demanda Al-Mualim. Tant que nos intérêts n'entrent pas en conflit, il en sera ainsi. Alors j'accepterai l'offre de Sa Majesté, cria Al-Mualim, satisfait. Votre armée est libre de quitter Masyaf. Quant à vos soldats, ils sont libres de réparer notre palissade avant leur départ. À ces mots, Saïd lança vers le sommet de la tour un regard si furieux que même depuis les hauteurs, Al-Mualim le perçut clairement. Le sarrasin se pencha vers l'émissaire qui l'écouta attentivement avant d'acquiescer, de replacer sa main en porte-voix, puis d'interpeller une nouvelle fois les hommes réunis en haut de la tour. Lors de la transmission de votre message, l'un des fidèles généraux de Salah al-Din a été tué. Sa Majesté exige une réparation, la tête du coupable. Le sourire d'Al-Mualim disparut subitement de son visage. Umar se raidit. Il y a eu un silence pesant, troublé seulement par les renâclements des chevaux et quelques chants d'oiseaux. L'assistance tout entière attendait la réponse d'Al-Mualim. Vous pouvez informer le sultan que je refuse de me plier à cette demande. Si'ab haussa les épaules. Il se pencha pour s'adresser à l'émissaire, et le messager se tourna à nouveau vers Al-Mualim. Son Excellence souhaite vous informer qu'à moins que vous n'accédiez à la demande de Sa Majesté, une force armée demeurera à Masyaf. Il tient également à souligner que sa patience survivra sans aucun doute à vos réserves de nourriture. Seriez-vous prêt à annuler notre accord de paix et à affamer vos villageois et vos hommes pour épargner la vie d'un seul de vos assassins? Son Excellence espère sincèrement que non. Laissez-moi me rendre, souffla Umar à Al-Mualim. C'est ma faute. Il n'est que justice que j'en paie le prix. Al-Mualim ne prêta pas attention à l'intervention d'Umar. Jamais je ne sacrifierai la vie de l'un de mes hommes, cria Al-Mualim à l'émissaire. C'est une décision que son Excellence regrettera amèrement. Cela étant, il attire désormais votre attention sur une situation tout aussi délicate qui ne saurait être ignorée plus longtemps. Nous avons découvert dans notre campement l'existence de l'espion et n'avons pas d'autre le choix que de l'exécuter. Al-Mualim retint son souffle lorsque les Sarrasins traînèrent son agent hors de la litière où il était retenu captif, et que deux Nubiens déposèrent un billot devant les talons de Si'ab. L'espion s'appelait Ahmad. Il avait manifestement été battu. Sa tête meurtrie, contusionnée, sanguillonnant, tombait sur sa poitrine tandis que des soldats le menaient au billot, avant de le jeter à genoux et de placer sa nuque sur le bois, la gorge vers le ciel. Le bourreau s'avança, un tuque armé d'un cimeterre scintillante qui ficha dans le sol entre ses jambes avant de poser ses deux mains sur la poignée ornée de pierres précieuses. Les deux Nubiens maintenaient les bras d'Ahmad, dont les grognements épuisés s'élevaient dans les sommets de la tour jusqu'aux oreilles des assassins interdits. Laissez votre homme prendre sa place. Votre espion sera épargné et notre accord de paix honoré, cria l'émissaire. Refusez, et il périra. Le siège commencera et tout, à Masyaf mourront de faim. Soudain,
Siab leva la tête pour hurler. « Veux-tu avoir tout ce sang sur la conscience, Umar ibn Lahad ?» Tous les assassins présents retinrent leur souffle. Ahmad avait parlé. Sous la torture, bien entendu, mais il avait parlé. Al-Mualim sentit l'inquiétude des siens peser sur ses épaules. Umar se tenait derrière lui. « Laissez-moi y aller, » pressa-t-il Al-Mualim. « Maître, je vous en prie. » En dessous, le bourreau écarta les jambes, saisit son arme en deux mains, puis la leva au-dessus de sa tête. Ahmad tenta de se dégager fébrilement des mains qui le plaquaient sur le billot. Sa gorge tendue offerte à la lame du Turc. Ses gémissements troublaient le silence qui baignait le promontoire. « C'est ta dernière chance, assassin !» lança Siab. La lame brilla. « Maître !» supplia Umar. « Laissez-moi prendre sa place !» Al-Mualim acquiesça. « Stop !» hurla Umar. Il avança sur l'une des plateformes de la tour et interpella Siab. « Mon nom est Umar ibn Lahad. C'est ma tête qui réclame le sultan. » Le rang des Sarrasins vibrait d'excitation à cette annonce. Siab sourit et acquiesça. Il fit un signe au bourreau qui baissa son arme et la planta de nouveau devant lui. « Très bien. Viens donc prendre la place qui t'incombe sur le billot. » Umar se retourna vers Al-Mualim, qui releva la tête pour le regarder une dernière fois, les yeux embués de larmes. « Maître, » lui dit Umar, « j'ai une dernière faveur à vous demander. J'aimerais que vous preniez soin d'Altaïr, que vous l'acceptiez comme apprenti. » Al-Mualim accepta. « Bien sûr, Umar, bien sûr. » La citadelle demeura silencieuse lorsqu'Umar emprunta les échelles de la tour, descendit la pente jusqu'à la barbacane, passa sous l'arche et atteignit enfin la porte principale. Quand il arriva au guichet, une sentinelle s'avança pour l'ouvrir, et Umar se baissa pour passer. Un cri retentit derrière lui. « Père !» Puis des pas de course. Il s'arrêta. « Père !» Lorsqu'il entendit la détresse dans la voix de son fils, il plissa les paupières pour retenir ses larmes, puis avança suffisamment pour que le garde puisse fermer le passage derrière lui. Tandis que les Sarrasins éloignaient Ahmad du billot, Umar tenta en vain de lui adresser un regard rassurant. L'espion, brisé, traîné jusqu'au guichet et jeté sur le sol, le remarqua à peine. Le passage s'ouvrit de nouveau, et Ahmad fut rapatrié à l'intérieur de la citadelle. Des bras se saisirent d'Umar, l'entraînèrent jusqu'au billot, puis le contraignirent comme il l'avait fait pour l'espion avant lui. Il offrit noblement sa gorge, et vit la silhouette du bourreau s'élever devant lui. Au-dessus du Turc, le ciel. « Père !» entendit-il hurler depuis la citadelle au moment où s'abattit la lame scintillante. 2 jours plus tard, à l'abri des ombres, Ahmad disparut de la forteresse. Le matin suivant, lorsque son absence fut remarquée, il y eut ceux qui se demandèrent comment il a pu supporter de laisser seul son fils, dont la mère était morte d'une forte fièvre 2 ans auparavant, et ceux qui avancèrent qui se sentaient trop honteux pour oser rester à Masyaf. Cependant, la vérité était bien différente.